à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info au sommaire de cette nouvelle édition. La Fondation Prince Albert II fête ses 10 ans. Nous avons assisté à sa conférence de presse organisée au Yacht Club de Monaco en présence du prince souverain. Nous retrouverons la Fondation à l'occasion de l'inauguration du premier potager urbain avec Terre de Monaco. La Villa Gérasol est l'un des premiers lieux à accueillir ce projet. Nous vous en dirons plus sur son fonctionnement. Le ministre d'État réunissait la presse autour des prochains grands travaux qui rythmeront la vie de la principauté. Et pour finir, le comité olympique monégasque a souhaité récompenser ses athlètes, mais également l'ensemble des personnes qui participent tout au long de l'année à promouvoir l'esprit olympique en principauté. Et lors de compétitions internationales, nous avons assisté à cette cérémonie. Je vous en parlais en titre, la Fondation Prince Albert II de Monaco célèbre son 10e anniversaire. 10 années dédiées à la protection de l'environnement et au développement durable. Une conférence de presse était organisée au Yacht Club de Monaco en présence du prince souverain. L'occasion de dresser un bilan de cette décennie. Le reportage de Christine Datomel. Protéger l'environnement, répondre aux menaces et promouvoir le développement durable à l'échelle mondiale, tels sont les objectifs de la Fondation Prince Albert II depuis 10 ans. Créée en juin 2006, sous l'impulsion du souverain, la Fondation aujourd'hui finance de nombreux projets à travers le monde. Ces actions se portent essentiellement sur le bassin méditerranéen, sur les pays les moins avancés du monde et sur les régions polaires, témoins privilégiés de l'évolution des changements climatiques. C'est d'ailleurs lors d'une expédition au pôle Nord que le prince souverain a souhaité s'engager activement pour répondre aux enjeux de la planète. Ça répondait, je crois, à une interrogation de ma part. Ça tentait de répondre à une interrogation qui était qu'est-ce que je peux faire de plus pour aider ce qui était déjà à l'époque un problème préoccupant dont je connaissais mal l'urgence. Je connaissais bien sûr la plupart des sujets, la plupart des tenants et des aboutissants. Et je m'étais posé cette question-là depuis quelque temps. Et bien sûr, alors ça n'est pas à cause de l'expédition au pôle Nord, c'est elle qui a agi un petit peu en accélérateur. Parce que j'avais déjà l'idée de créer cette fondation, mais cette expérience dans l'Arctique, et notamment au pôle Nord, a été pour moi un accélérateur d'intention et de décision, parce que ce qui se passait déjà il y a 10 ans, vous imaginez maintenant, mais ce qui se passait déjà il y a 10 ans au pôle Nord et dans la région arctique était alarmant. Et j'ai pu le constater avec les personnes qui étaient avec moi au cours de cette expédition. J'ai pu déjà me rendre compte sur place qu'il y avait vraiment des dangers, que c'était une région comme la région antarctique, ce sont des régions très fragiles et très révélatrices des problèmes qui nous touchent, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la perte de biodiversité, et que ce soit l'acidification des océans, que ce soit tous les problèmes liés au climat, aux océans et aux espèces menacées, et bien sûr aux autres polluants et autres contaminants, bien entendu. Et si la Fondation Prince Albert II encourage une gestion durable et équitable des ressources naturelles, elle soutient aussi la mise en œuvre de solutions innovantes et éthiques dans 3 grands domaines: le changement climatique, la biodiversité et l'eau. Accélérateur de projets et de solutions pour l'environnement, les initiatives, la recherche et l'innovation technologique sont amplement soutenues, comme par exemple le projet d'aviation solaire Solar Impulse, entrepris à l'initiative du Suisse Bertrand Piccard. C'est unique d'avoir une fondation pour la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques qui est dirigée par un chef d'État en exercice. Le prince Albert s'est investi personnellement dans ce domaine. Quand il monte à la tribune des Nations Unies, c'est pour parler de ça. Quand il rencontre d'autres chefs d'État, c'est pour parler de la lutte contre les changements climatiques. Et c'est absolument admirable de voir quelqu'un qui s'engage à ce point-là avec les moyens qu'il a pour le faire. C'est ça qui fait toute la différence. Vous savez, c'est une fondation qui soutient des projets dans le monde entier. Et je crois que ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de pouvoir avoir des projets les meilleurs possibles, les plus importants possibles, avec le plus grand bras de levier possible qui lui soit proposé pour qu'elle puisse les financer, pour qu'elle puisse les soutenir et qu'on puisse avancer tous ensemble.
Acteur important de la protection de l'environnement au niveau international, la Fondation Prince Albert II soutient et valorise les initiatives d'organisations publiques ou privées, mais elle se dote aussi de moyens d'action lui permettant de sensibiliser les populations et les pouvoirs publics à l'impact des activités humaines sur les milieux naturels. Et après 10 ans d'expérience, les résultats sont plus que tangibles. C'est 380 projets initiés ou réalisés, avec quelque chose qui doit représenter à peu près 40 millions d'euros d'investissement. C'est beaucoup d'actions en termes de sensibilisation, beaucoup de participation du Prince, d'initiatives du Prince pour soutenir la cause environnementale. Donc aujourd'hui, c'est un bilan qui est quand même plutôt positif. Notre objectif principal, c'est de faire en sorte qu'on laisse aux générations futures une planète qui soit en meilleur état que ce qu'elle pouvait être il y a 10 ans, que de ce qu'elle est aujourd'hui. Je crois que la tendance générale, grâce à tout un tas d'évolutions et de facteurs importants, est plutôt à une évolution qui devrait être positive. Le gros problème, c'est celui du rythme auquel se fera cette évolution, de façon à ce qu'on évite de passer à des choses extrêmes, c'est-à-dire à des risques d'extinction d'espèces, comme certains scientifiques le redoutent, et ils le redoutent à bon droit, je crois, comme à une insuffisante prise en compte de la problématique du climat et donc à un insuffisant ralentissement du réchauffement de la planète, à une insuffisante marche vers une économie décarbonée qui est absolument essentielle. Et puis, dernier problème, et qui est la dernière thématique que l'on essaie d'aborder, c'est faire en sorte que les milliards d'êtres humains qui sont encore dépourvus d'un libre et convenable et satisfaisant accès à l'eau puissent le faire dans de meilleures conditions, dans le cadre d'un développement qui soit réellement durable et efficace. À l'occasion de cette journée d'anniversaire, le conseil d'administration et le comité scientifique et technique se sont réunis afin d'établir le bilan de ces 10 dernières années, mais aussi pour discuter des nouvelles orientations à prendre pour l'avenir de la Fondation. L'occasion aussi d'examiner l'état d'avancement des projets soutenus par la Fondation et d'adopter une vingtaine de nouveaux projets susceptibles d'être soutenus. Alors que la Fondation Prince Albert II de Monaco fête son 10e anniversaire, la toute récente entreprise Terre de Monaco vient justement d'inaugurer son tout nouveau projet au sein de la Villa Girasol. Son objectif, créer un potager en pleine ville, sur une terrasse ou sur le toit d'un immeuble. Le reportage de Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Concombres, courgettes, aubergines, tomates, salades, plus de 30 mètres carrés de potager à l'entrée de la Villa Girasol, villa qui abrite entre autres la Fondation Prince Albert II. Le souverain vient d'inaugurer cette parcelle, une façon d'officialiser cette toute jeune entreprise. Terre de Monaco a pour but de faire de l'agriculture urbaine avec des potagers bio de fruits et légumes sur les toits, les terrasses, les balcons et les alentours de bâtiments en principauté et dans les communes limitrophes. L'origine, c'est de l'enfance. Mes parents avaient un potager et ça m'a laissé un vrai goût du fruit et du légume qui a poussé à terme de façon naturelle. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec d'autres personnes pour vous montrer qu'on n'est pas cloisonné à ce qu'on nous propose aujourd'hui dans l'agroalimentaire. Ça s'adresse à tout le monde. Si vous avez une petite parcelle, un balcon, une terrasse, que vous souhaitez un potager, on vous l'aménage et ensuite on vous propose l'entretien ou des cours. Et la deuxième façon de travailler avec Terre de Monaco, c'est en fait, vous avez une parcelle de plus de 100 mètres carrés et là, on exploite votre parcelle en échange d'un petit loyer ou bien alors des paniers de fruits et légumes. La fondatrice de Terre de Monaco est une jeune Suisse. Jessica a un background de commerce et travaille sur ce projet depuis 2 ans. Elle a fait appel à un financement participatif. Jessica a reçu entre-temps plusieurs formations dans différentes fermes bio. Cette parcelle devant la Villa Girasol est la toute première. Devant vous, vous avez plus de 30 mètres carrés de potager qui sont donc pour la fondation et tout dédié et fait dans les valeurs du bio. C'est vraiment très diversifié. On a une quinzaine de sortes de tomates, on a 5 sortes de courgettes, on a du céleri rave, des betteraves, des salades, on en a au moins 10 sortes. Et ensuite, on a aussi des choses un peu plus différentes comme des fleurs comestibles et on propose vraiment des variétés oubliées et anciennes. Sans oublier pastèques, melons, piments et autres. Après une période de démarchage, Jessica a déjà 15 clients et plus de 1000 mètres carrés de parcelles. Elle va pouvoir commercialiser ses produits issus de ses exploitations sous son propre label, Terre de Monaco.
Au lendemain de 2 jours de session parlementaire où le vote de désaffectation de la zone de l'Anse du Portier était notamment au cœur des débats, le ministre d'État a souhaité réunir la presse autour justement des grands projets d'avenir de la principauté. Vanessa Dessy vous en dit plus. Logement monégasque, programme résidentiel privé, équipement public et infrastructures, le développement urbanistique de la principauté s'appuie sur une stratégie de l'État qui doit satisfaire différents besoins. Lors de la réunion de la commission des grands travaux du 21 juin dernier, le gouvernement princier a présenté au Conseil national ses dernières réflexions relatives notamment au projet IDA. Le gouvernement a pris la décision de lancer le très grand IDA. Vous saviez qu'il y avait beaucoup de discussions au départ et je pense que les études faites par les services du gouvernement concernés, notamment la direction de la prospective, ont démontré que si on voulait vraiment rénover en profondeur ce quartier vieillissant et rendre un petit peu au Monégasque des immeubles vraiment où il fait bon de vivre, dans un quartier où il fait bon de vivre avec des rues un peu plus larges, plus de soleil, plus de mettre un petit peu le piéton à l'honneur, il faut entamer la réflexion du très grand IDA avec la réflexion complète du schéma de circulation qui va entraîner la suppression dans quelques années de la rue Biovèze et d'une partie de la rue Platy. Depuis plus de 150 ans, la principauté a choisi d'adapter son urbanisme à l'exécuté de son territoire de 2 km². Au printemps 2013, le souverain a annoncé sa décision de lancer le projet concernant l'extension en mer. Ce dernier consiste à créer un quartier de 6 hectares dans l'Anse du Portier. Le projet de financement entièrement privé recevra près d'un demi-milliard d'euros d'aménagement public, ainsi qu'une soulte de 400 millions d'euros. L'État retirera de cette opération tous les effets financiers induits par la vente des 60 000 m² de logements de très grand luxe et de commerce, dont notamment le versement d'un montant important de TVA. De plus, un fonds d'investissement réputé pour sa grande expérience dans le domaine du commerce est associé à ce vaste projet. Dans le financement de l'extension en mer, il y a un certain nombre d'investisseurs. Certains sont des promoteurs monégasques, connus de tous. D'autres sont des résidents de la principauté de Monaco mais d'origine étrangère. Et il y a effectivement un fonds d'investissement, donc un investisseur institutionnel qui a choisi de participer au financement de ce projet d'envergure et qui est spécialisé dans l'immobilier commercial. Donc c'est très intéressant pour Monaco d'avoir à côté des promoteurs qui ont l'habitude de travailler en principauté et qui ont des moyens importants qui leur permettront d'assurer le financement, d'avoir quelqu'un qui apporte une autre vision des choses et qui peut sans doute faire venir à Monaco, dans le cadre du projet d'extension en mer, mais pourquoi pas aussi dans le cadre de la rénovation du Larvoto, des plages, faire venir donc des commerces qui ne sont pas encore présents en principauté. Ces grands travaux permettront de renforcer la qualité du cadre de vie des résidents, de développer l'activité économique monégasque et d'attirer de nouveaux investisseurs. Lors de la dernière séance publique, le Conseil national a également voté à l'unanimité le projet de loi concernant le télétravail et celui sur la sécurité sociale qui en découle. Sandrine Nègre a rencontré le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry, à ce sujet. On l'écoute. C'est une grande satisfaction car effectivement c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail. Il fallait d'abord, pour que le télétravail soit intéressant pour nos entreprises et nos salariés, qu'un accord soit signé avec la France qui déroge aux règles européennes et à la convention bilatérale de sécurité sociale entre nos deux pays, puisqu'il fallait que le télétravailleur, donc salarié de Monaco mais habitant la France, puisse être affilié à nos régimes sociaux. Donc, pour être clair, que nos employeurs aient les charges patronales monégasques et que nos salariés aient la protection sociale et les retraites de la principauté. Ce fut chose faite après 4 années de négociations avec la France. Et c'est vrai que c'est une grande satisfaction, d'autant plus que en quelques jours a été voté aussi, en plus de ces lois sur les 2 lois qui permettront la mise en œuvre du télétravail, la loi sur l'extension territoriale de Monaco sur la mer. Et au fond, ces deux défis
Ces deux enjeux relèvent de la même problématique. Monaco aujourd'hui est en quelque sorte un peu victime de son succès et son développement pourrait être freiné dans le futur, dans les prochaines décennies, parce que nous allons être confrontés à l'exiguïté territoriale. Donc il y a des solutions, il y a l'extension sur la mer, mais on sait que c'est compliqué, c'est profond, donc c'est très coûteux et très long. Il y a éventuellement l'extension de la ville en hauteur, donc on peut reconstruire plus haut des immeubles, mais on sait aussi que pour la qualité de l'environnement, la qualité de vie, on ne peut pas abuser de tours de grande hauteur. Et puis il y a le télétravail, parce que très concrètement, cela veut dire que les quelques 40 000 salariés français qui travaillent à Monaco et qui habitent en France vont pouvoir utiliser leurs 40 000 logements comme autant d'extensions des bureaux de nos entreprises. Donc on voit bien tout l'intérêt pour les entrepreneurs qui sont confrontés au manque de bureaux, à la cherté des loyers, qui vont là pouvoir embaucher, développer leur activité sans avoir à utiliser des locaux supplémentaires. Parce qu'effectivement, j'allais vous demander à qui cela s'adresse-t-il finalement ? En fait, à toutes les entreprises de Monaco, puisque donc on pourra télétravailler sur tous les postes de travail, à condition tout de même qu'il y ait bien sûr un intérêt pour l'entrepreneur et un intérêt pour le salarié. Car ce que nous avons voulu, c'est protéger les droits des deux parties. Et donc, aucun contrat de travail ne pourra se faire en télétravail sans l'accord à la fois de l'employeur et du salarié. Le 23 juin dernier était célébrée la journée olympique. En principauté, ce temps fort s'est traduit par l'organisation de Jeux athlétiques scolaires. Dans le prolongement de cette journée, le comité olympique monégasque a tenu à saluer ces athlètes qui ont participé à des compétitions olympiques depuis 2014, mais pas seulement. Le reportage d'Émilie Rousseau et Serge Prémont. C'est une cérémonie où les valeurs de l'olympisme étaient à l'honneur. Les membres de la grande famille monégasque des Olympiens se sont réunis au Fairmont Hotel pour honorer les athlètes ayant participé à des compétitions olympiques depuis 2014. Parmi eux, on pouvait retrouver les judokas Cédric Bessy et Yann Siccardi qui ont notamment pris part aux premiers Jeux européens à Bakou l'an dernier, tout comme le cycliste Victor Langelotti. L'athlète Marie-Charlotte Gasteau qui a elle porté les couleurs de Monaco aux Foches d'été à Tbilissi. Des sportifs mais également des entraîneurs, le staff médical, des présidents de fédérations ont été récompensés lors de cette cérémonie où un message fort a été délivré. C'est un message que nous connaissons, c'est celui des valeurs que porte l'olympisme et qui sont fondamentales dans la vie. C'est la tolérance, c'est l'entraide, c'est la joie de partager quelque chose, et notamment dans l'effort. Mais aujourd'hui, et c'est normal qu'on en parle, c'est aussi de se préserver des dérives du sport et de rester des athlètes propres. Tous ces athlètes sont une fierté pour le comité, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes lors des différentes compétitions. 3 d'entre eux ont d'ailleurs reçu les épingles du CIO pour leur participation aux Jeux d'hiver de Sotchi. C'est particulier déjà de participer aux Jeux Olympiques, de se qualifier, de participer, de représenter son pays. Et bien sûr, quand ce sont les derniers Jeux Olympiques et qu'on doit tourner une page d'histoire, c'est sûr que c'est un petit peu particulier. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette médaille ? Beaucoup de souvenirs déjà et beaucoup de nostalgie pour l'instant, mais j'ai la chance de rester dans le milieu du sport qui est ma passion, donc je me considère comme très chanceux. C'est un grand honneur et une très grande fierté aussi de pouvoir représenter son pays lors des Jeux Olympiques, et je suis vraiment très heureuse. C'est vraiment un moment unique, on va dire, chaque année. Bon, c'est mes 3e Jeux, mais c'est à chaque fois une très très grande émotion. De grosses émotions, un énorme souvenir. Et puis ça fait plaisir toujours que le prince nous remette une médaille, quoi. C'est très très bien. Moi, j'ai apprécié, c'était mes derniers Jeux, de grosses émotions. J'avais eu ma petite fille qui venait de naître, donc pour moi c'était vraiment des Jeux très très spéciaux pour moi. Et l'aventure olympique s'est poursuivie après sa carrière pour Sébastien Gattuso, puisqu'il travaille désormais au sein du comité olympique monégasque, le comité qui a ensuite remis ses médailles qui récompensent ses membres pour leur fidélité, à l'image de Francis Boisson, ancien trésorier du COM, 3 Olympiades à son actif, dont les JO de Montréal en 1976, où il était porte-drapeau. J'ai débuté en 1960 en tant que tireur aux Jeux Olympiques. J'en ai gardé un souvenir inoubliable. C'est là que je dis aux jeunes de pratiquer du sport à Monaco. Le sport qui, en fin de compte,
forment la morale. Et puis, je leur souhaite de participer aux Jeux Olympiques, comme je l'ai fait moi-même, parce que c'est un souvenir inoubliable. Je vous dirai un mot pour Madame Lambin. J'ai pu la considérer. C'est une femme formidable. Un travail formidable qu'elle fait. Les comités olympiques peuvent être fiers d'avoir une secrétaire en tant que Madame Lambert. Voilà, je garderai un bon souvenir de ma vie sportive et de ma vie de trésorier. Égalité, respect, solidarité sont une des valeurs olympiques, des valeurs que véhiculeront certains monégasques aux prochains Jeux olympiques de Rio. Les noms des sportifs participants seront dévoilés le 22 juillet prochain. Et lors de cette soirée, le comité monégasque antidopage, qui vient de souffler sa première bougie, a lancé son site internet. Je vous propose d'écouter à ce sujet son président, Philippe Oringo. Le site internet se veut tout d'abord clair, didactique, simple d'accès, simple d'utilisation. Il est composé en vérité de deux parties. Une partie que l'on appelle traditionnellement statique, c'est-à-dire celle qui concerne les informations fondamentales du dopage et qui sont remises à jour uniquement lorsqu'il y a de nouveaux textes ou de nouveaux développements. Et il y a une partie dynamique qui, elle, se compose alors d'une partie d'actualité qui fait le point sur tout ce qui se passe en matière de dopage, y compris en matière de recherche scientifique, et qui est au surplus interactive, qui permet à tous les athlètes qui se branchent sur notre site de dialoguer avec nous, de nous poser des questions et auxquelles nous essayons de répondre, ou quand nous n'avons pas la compétence suffisante pour leur répondre nous-mêmes, de les renvoyer sur d'autres sites où ils peuvent effectivement obtenir satisfaction. Et en bref, dans le reste de l'actualité. La fin de l'année scolaire rime souvent avec récompense pour les brillants élèves de la Principauté. Ce jeudi avait lieu la traditionnelle remise des prix au lycée technique et hôtelier de Monaco. Un mot de sport pour finir. Vous le savez, la Principauté accueillera le 15 juillet prochain le meeting international d'athlétisme Hercules. La liste des champions présents s'agrandit de jour en jour. Les coureurs Wade van Niekerk et Aspel Kiprop ont d'ores et déjà confirmé leur présence, tout comme le Canadien Derek Drouin ou encore Piotr Malachowski. Rappelons qu'Hercules sera l'un des derniers meetings avant le grand rendez-vous des Jeux Olympiques à Rio en août. Voici pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Un mot de météo à présent. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Pour ce premier jour du mois de juillet, le temps sera bien estival malgré la présence de quelques nuages. Les températures iront de 22 à 26 degrés. Samedi, le ciel sera largement ensoleillé, les températures seront stationnaires. Dimanche, journée bien agréable pour profiter du bord de mer. Il fera entre 22 et 27 degrés. Et enfin, lundi, le soleil sera bien présent. Il fera jusqu'à 27 degrés au plus chaud de la journée. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant votre tout nouveau magazine, La Ligne d'Horizon, présenté par Patricia Navarro. Je vous dis quant à moi, à très bientôt sur Monaco Info.